Mesdames et messieurs, bien bonsoir. Merci d'être connectés pour suivre cette séance avec Monsieur Fidèle Ronvou. Il est psychologue et clinicien. Monsieur Fidèle Ronvou, bonjour. Bonjour, Monsieur Akodianou Julien. C'est un plaisir de me retrouver en votre compagnie cet après-midi pour discuter de questions nous concernant tous et qui touchent à la vie de nos enfants. Bien sûr, aujourd'hui, donc, comme vous le dites, on parlera de suivi parental en période d'examen. Les examens commencent, les enfants se préparent. Comment est-ce que, en tant que parents, nous pouvons assister nos enfants pour qu'à la fin, on puisse obtenir un bon résultat? C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Bien sûr, on parlera du suivi parental en période d'examen qu'on pourrait monnayer sous forme de conseils à un parent pour suivre efficacement son enfant en période d'examen. Alors, avant de parler des étapes de préparation de cet examen, on parlera d'abord de ce que c'est qu'un suivi parental. Qu'est-ce que c'est? Un suivi parental, on pourrait comprendre simplement à partir du mot même, suivi, qui est dérivé du verbe suivre. Cela signifie simplement observer la progression d'un sujet, observer la progression donc d'un enfant. Quand on parlera de suivi parental, il s'agit des dispositions qu'un parent prend pour pouvoir observer, accompagner son enfant dans son évolution au plan scolaire. Le suivi parental, c'est cela. Et le suivi parental en période d'examen, c'est donc précisément, parent, quelles dispositions tu prends pour accompagner efficacement ton enfant en vue d'une réussite pour ou à son examen. Un suivi parental, pourquoi ce rôle? Le suivi parental parce que il est fondamental de comprendre que ceux qui nous précèdent apparaissent comme un guide. Il est fondamental de comprendre que l'enfant est un être qui se développe. Bien qu'il peut arriver qu'il ait toute la volonté, il n'a pas tous les moyens pour voir plus loin. En d'autres termes, suivi parental fondamental simplement parce que le parent, ayant fait l'expérience de ce parcours, devient un guide. C'est quelqu'un qui tient la main, c'est quelqu'un qui montre le chemin, c'est quelqu'un qui ouvre le chemin. Partout où il peut avoir d'embûches, le parent aide l'enfant à mieux se sentir pour continuer. Le suivi parental, très important simplement parce que ça peut avoir l'air de quelque chose de banal, mais c'est un appui fondamental. Quand un enfant est suivi par ses parents, il se sent en un soutien permanent, ce qui lui donne une force pour rebondir chaque fois qu'il y a un peu de malaise. On voit donc l'intérêt de ce rôle que chaque parent doit jouer en période d'examen et mieux accompagner son enfant. Alors dites-nous, quand est-ce qu'un suivi parental devient-il un poison? Voilà, c'est bien la question que vous posez, ça me réjouit d'ailleurs. Vous voyez, quand on parle de suivi parental, c'est un accompagnement qu'on pourrait demander, qu'on pourrait voir comme un accompagnement permanent. Cet accompagnement permanent peut devenir un accompagnement qui n'aide pas l'enfant. Ou cet accompagnement permanent peut devenir un accompagnement qui est absent. Le suivi parental qu'on a vu très important parce que aidant à comprendre tout peut devenir un piège quand le parent est soit passif. Donc un parent, dans le suivi parental, il est là, mais il n'agit pas. Il ne s'implique pas dans la préparation de l'examen de l'enfant. Soit le parent est mis passif, partiellement passif, il est actif, mais partiellement, c'est-à-dire il intervient de temps à autre pour demander mais qu'est-ce que tu fais? Tu as fait quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce que ça va? Mais est-ce que ça va? Est-ce qu'aujourd'hui le maître est là? Le professeur était là? Tout va bien? Je sais, tout va... Et ça s'arrête là. Le suivi parental, quand ça c'est d'être passif, et donc à mi-parcours qui peut être entre passif et un peu actif, le suivi parental peut être maintenant très actif. On peut retrouver des parents très actifs. J'ai montré donc que quand le suivi parental est passif, l'enfant se sent sans soutien. Quand le suivi parental est partiellement actif, l'enfant se dit, bon, est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un n'est peut-être pas là.
Quand le suivi parental est très actif, l'enfant peut se sentir envahi et étouffé dans son élan. Donc, les 3 cas-là dont je viens de parler, passif, semi-passif ou actif, peuvent être dangereux et peuvent devenir alors un poison pour l'enfant. Simplement parce que je prends le cas du suivi parental très actif, où le parent est permanemment présent et tombe dans le piège du parent candidat. Il y a des parents qui, au lieu de laisser leur enfant être candidat, deviennent dans leur peau, dans leur corps, dans leur tête, un peu comme un candidat qui ont des réactions du candidat. Cela conduit à ce qu'on appelle la déresponsabilisation de l'enfant. L'enfant n'est plus le responsable, n'est plus en œuvre vers son succès. On essaie de le déresponsabiliser. On veut tout faire à sa place. On veut tout contrôler. Et l'enfant a l'impression qu'il n'existe plus. Il stresse déjà parce que la pression est énorme. Ce suivi très actif commence très tôt, où le parent commence par dire « Écoute, l'année prochaine, tu seras en classe d'examen. C'est un rythme différent. Tu dois changer de comportement. Tout ira autrement. » Cette pression du parent va être complétée par la pression de l'école, de l'administration, des cousins, des tontons. Et tu es en classe d'examen. Hein. Cette année, ce n'est pas ça. Hein. Tu avais l'habitude de jouer. Et donc, cette présence très active du parent, dans l'espoir de suivre de très près l'enfant, peut devenir étouffant. Et quand ça devient étouffant, ça devient un poison. Parce que l'enfant n'arrive plus à gérer, il n'arrive plus à savoir quelle est sa propre décision sur le chemin du succès. Il voit le succès comme un bloc de choses difficiles à surmonter. Puisque tout le monde lui dit, c'est difficile, c'est dangereux. Si tu ne t'éveilles pas, si tu ne te mets pas au travail, tu risques d'avoir des difficultés. Et on lui montre seulement les parties difficiles de l'examen. Les aspects compliqués de l'examen, sous prétexte qu'on les veille à son examen. C'est un suivi qui peut paraître très dangereux et devenir poison et empêcher l'enfant d'être au meilleur de sa performance. De sa forme. Bien, au lieu que ça soit un processus d'accompagnement, voilà, de coaching, oui. Ça devient comme si c'est de l'envahissement. De l'envahissement. et on est là de façon à mettre une pression que soi-même ne contrôle pas sur l'enfant. C'est très important que de comprendre que le suivi parental peut devenir un poison lorsque le parent ne fait pas un suivi de qualité. Parce qu'il y a le suivi de bonne qualité, il y a le suivi de mauvaise qualité. Le suivi de bonne qualité est un suivi qui procède, comme vous l'avez dit tout à l'heure, étape par étape, où le parent est là pour aider l'enfant à prendre sa responsabilité sur le chemin du succès et non à prendre la place de l'enfant. Le parent est là pour aider l'enfant à mieux voir. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Ce n'est pas un remplacement. Je ne te remplace pas. C'est un accompagnement. Je ne deviens pas, en tant que parent, un candidat, mais je t'aide à mieux voir. Chaque fois qu'il y a une difficulté, je t'aide à voir un peu de lumière et continuer ta route, sans craindre que tu puisses parfois tomber. Et je te tends la main pour dire, ce n'est pas la fin, tu peux encore te relever. Mais dès qu'on n'est pas dans cette optique, on empêche l'enfant d'évoluer en lui rappelant toujours ses échecs. Monsieur Fidèle Renvou, dites-nous, est-ce que cela peut être source de déséquilibre ou de stress chez les apprenants, chez ces enfants-là? Bien sûr, quand je parle de suivi passif, le suivi mi-passif et le suivi très actif qui empoisonne vraiment, les 3 là peuvent être source de stress. Il y a des enfants qui aimeraient juste qu'un parent soit là. Et de temps à autre, leur demander « Mais comment tu as fait? Quelles sont tes difficultés ?» Il y a des enfants qui auraient aimé avoir un environnement parental où ils peuvent facilement aller vers un père pour lui dire « Papa, j'ai eu 0 aujourd'hui, je n'ai pas compris comment ça s'est passé. » Et ils n'ont pas cette présence parentale eu égard à la démission qu'on observe aujourd'hui des parents qui ne sont jamais là pratiquement. Donc, cette absence continue est lue par l'enfant comme un suivi passif. Un suivi passif simplement parce que peut-être que le parent a pris toutes les précautions pour offrir à l'enfant des répétiteurs, pour offrir des aides, pour offrir... Mais l'enfant a besoin de cette chaleur parentale pour dire, tu sais, ça ne va pas. Tu sais, tel professeur me regarde de telle manière et moi, je n'ai pas aimé. Tu sais, tel professeur m'a traumatisé dans sa matière. Mais l'enfant n'a pas cette présence et cette écoute. C'est suivi passif qui désorganise mentalement l'enfant. Il est stressé parce que finalement, il ne sait pas
à quel sein se vouer simplement parce qu'il n'a pas d'appui. Il aurait pu avoir cet appui. Donc, le suivi passif peut stresser l'enfant parce que l'enfant seul se retrouve sur ce chemin et n'a pas de repère, n'a pas d'appui. Le suivi mi-passif lui donne l'impression que oui, je te suis, hein, mais quand il regarde derrière, il ne voit personne. C'est un peu comme si vous avez affronté un danger et de temps à autre, vous jetez un regard et le regard vous motive, mais subitement, vous constatez que le regard n'est plus là. C'est un suivi mi-passif. Le cas contraire, donc, au niveau du suivi très actif, c'est que cette présence qui martyrise l'enfant, cette présence qui montre à l'enfant qu'il n'a rien de bon en lui, qui lui rappelle seulement ses côtés négatifs. Je te l'avais dit, à cette allure, je savais que tu allais échouer. Tu vois, pour le premier devoir, ou bien pour la première composition, ou bien pour le premier trimestre, la moyenne que tu as eue, c'est une mauvaise moyenne. Depuis que j'étais au collège, jusqu'à ce que je finisse à l'université, je n'ai jamais eu un aussi mauvais rendement. Je me demande même, fils de qui ou fille de qui tu es, puisque ta maman a été meilleure, j'ai été meilleur. Et nous, on est là à avoir un fils taré. Tu n'es bon à rien. Tu es quelqu'un qu'il faut jeter. Et l'enfant, on lui rappelle tout le temps cet art qui vont se déposer dans des schèmes. C'est-à-dire, la manière de penser de l'enfant est donc désormais conditionnée, remplie par le mauvais reflet qu'on lui renvoie de lui-même. Et ce mauvais reflet s'installe en lui permanemment comme je suis mauvais. Il finira par déduire je suis mauvais. Ça va donner lieu progressivement à manque de ressources en soi, à manque de confiance en soi. Et quand on n'a pas confiance en soi, on se retrouve en face d'une épreuve. On n'a pas les forces pour affronter l'épreuve et surmonter la difficulté. On commence donc à chaque fois qu'on a une composition qui s'approche à stresser. Le stress qui n'est rien d'autre que je m'évalue et je constate que dans mon évaluation, je n'ai pas toute la capacité nécessaire d'affronter l'épreuve. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas la capacité qu'on a reporté le devoir. Le devoir avance, ou la composition avance, ou les examens avancent à grands pas. Mais moi, j'évalue ma performance, je constate que je n'ai pas la capacité de répondre. Et sans cette capacité pour ne pas répondre, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que mes forces disparaissent. Je me sens faible. Je commence à avoir de la courbature. Je développe tous les symptômes de stress. Ça veut dire qu'avec un suivi très actif, qui n'est pas de bonne qualité parce que humiliant et dévalorisant l'enfant se trouve sans repère. Il n'a pas la force en lui pour pouvoir continuer. Avec un suivi passif, l'enfant a l'impression que personne n'est là pour lui. Avec un suivi mi-passif, l'enfant commence à compter sur les parents et quand il retourne, il n'a plus personne. Ces trois types de suivi, quand ce n'est pas bien orchestré, donc qui sont des suivis mauvais, contribuent à un mauvais rendement scolaire, à l'échec de l'enfant, alors que le parent avait pour optique d'aider l'enfant à atteindre de meilleurs rendements, mais il s'y est mal pris. Merci beaucoup. Dans un instant, vous allez partager avec nous les meilleures stratégies pour mieux faire le suivi parental. Mais avant, on parlera de la préparation de l'examen, en quoi cela consiste et quels sont les éléments qui sont pris en compte. Merci, M. Akodjanou. Je poursuis donc en disant là, je vous aborder une question qui me tient à cœur quand je parle de ce sujet et de toute la psychologie qui accompagne. J'ai réagi tout à l'heure par rapport aux différents suivis et comment ces suivis se démultipliant, tant au niveau du parent que de l'enfant, créent des ennuis à l'enfant. Mais il faut comprendre le processus émotionnel qui s'ébranle chez l'enfant et chez le parent à la fois. Pour comprendre ce processus, il faut remonter aux phases de préparation. Donc, votre question m'amène à aborder 4 phases de préparation d'un examen. C'est-à-dire, quand on est en face d'un examen, que ce soit parent ou apprenant, on peut passer par 4 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la préparation lointaine. Dans une préparation lointaine, de quoi s'agit-il? C'est que on constate que l'enfant passe d'une classe à une autre et se retrouve dans une classe d'examen. Dans cette préparation lointaine, on peut avoir, comme je venais de développer tantôt, un parent passif, comme on peut avoir un parent actif. Dans la préparation lointaine, lorsqu'on a un parent passif, qu'est-ce qui se passe? Je parle de préparation lointaine, je veux indiquer ça comme le début d'une année scolaire. Ou je veux indiquer ça comme
les vacances qui précèdent la rentrée qui va donner lieu à la classe d'examen. C'est une préparation lointaine simplement parce que certains commencent très tôt déjà en ces vacances à apprêter l'enfant en lui rappelant que c'est la classe d'examen. Comme d'autres se disent, bon, il n'y a rien en vue, l'enfant y est. Et c'est au début de la rentrée qu'on prend les précautions pour lui acheter quoi? Toutes les fournitures nécessaires pour l'envoyer en classe. C'est une préparation lointaine. Si cette préparation lointaine est passive chez certains parents, elle peut être donc très active chez ses parents, chez d'autres parents. Chez les parents chez lesquels la préparation lointaine est passive, au premier trimestre, c'est-à-dire au début de la rentrée, le parent n'a jamais rien demandé à l'enfant. Il n'a rien exigé à l'enfant. Il ne l'a pas informé de « Voilà, tu veux commencer une nouvelle année scolaire, c'est bien, on attend de toi ceci. » Mais le parent là a pris toutes les précautions pour envoyer l'enfant à l'école, lui payer les contributions, lui payer les écolages, lui montrer les fournitures. Et il attend l'enfant à la fin du trimestre. En quoi c'est dangereux? Subitement, l'apprenant commence à venir à la maison avec de mauvaises notes. Le parent ne réagit même pas. Et c'est en fin de trimestre ou de semestre peut-être qu'il réagit bruyamment en disant « Mais si j'avais pris toutes ces précautions en te donnant tous ces moyens, c'est que moi je voulais que tu atteignes tel objectif. » Mais il n'a pas pris la précaution d'informer l'enfant au départ. Voilà une année scolaire qui t'amène en classe d'examen. Tu dois pouvoir atteindre des objectifs. À la fin du premier trimestre, quel objectif voudrais-tu atteindre? Quel objectif moi je veux atteindre? Il n'y a pas eu harmonisation des points de vue. Le parent a fait comme s'il jetait l'enfant. Et en fin de trimestre, il vient en évaluateur pour dire tu n'aurais pas dû avoir telle moyenne. Ça stresse l'enfant. Et pendant que l'enfant est en train d'être stressé, le parent ne démord pas. Le parent montre maintenant, j'ai été passif peut-être au premier trimestre, maintenant je vais te montrer que tu dois travailler dans ma chambre. Ou on met beaucoup de violence sur l'enfant, tu dois le trimestre prochain, ça doit changer. La pression commence pour l'enfant. Donc de passivité, on est venu à une période très active maintenant où le parent va montrer sa présence en montrant la rigueur. Pour les parents qui ont été très actifs dès le début, on constate dans la courbe de stress qu'ils ont mis une très forte dose de stress dès le premier trimestre déjà. L'enfant travaille d'arrache-pied et veut montrer la meilleure performance. Il évolue. Mais on a dit, quand on développe la courbe de stress, quand le stress, la dose de stress, la dose de pression est faible, la courbe commence à monter en performance. Quand ça vient jusqu'à un niveau optimal, la performance est atteinte, une performance normale. Mais quand le stress continue, la performance chute. Donc, constate juste à la fin du trimestre, vers la fin du trimestre, peut-être vers la fin de la composition du trimestre, l'enfant fait une chute. Alors que le parent s'y est mis corps et âme, il a mis beaucoup de pression, l'enfant donnait quelques bons résultats et subitement il chute. Ni le parent ni l'environnement immédiat ne se rend pas compte que c'est que la pression a été énorme. La personne qu'on reprend encore à la fin de ce trimestre, c'est quoi? C'est toujours l'enfant. Pour lui reprocher de n'avoir pas été bon. Donc je veux dire, dans la préparation lointaine, lorsqu'on n'a pas mis du tout de pression et qu'on vient à la fin stresser l'enfant, lorsqu'on a mis trop de pression et l'enfant chute, on vient encore le condamner, on n'a pas eu la meilleure méthode. Ensuite, quand on se retrouve à la fin du premier trimestre, donc au début du deuxième trimestre, on commence une préparation qu'on appelle préparation rapprochée. On est à 6 mois environ de l'examen, puisque l'année scolaire dure 9 mois. Le parent qui n'avait pas du tout été habile au premier trimestre devient maintenant habile parce que le résultat étant là, cela l'a gêné. Il commence, lui plutôt, le parent, à stresser. Il commence pas à se dire, si ce petit, je le laisse, il risque d'échouer. Et s'il échouait, c'est qu'il va me détruire, il va essayer de saboter mon image, ma crédibilité. Donc le parent n'est pas inquiet pour, en réalité, le bien-être de son enfant. Mais le parent se dit, mais s'il échoue, alors que mon frère, l'année dernière, a eu son enfant en classe d'examen, et ce frère a eu peut-être 3 enfants qui ont pu réussir brillamment, moi je l'ai lui seul, et à la fin de ce trimestre, il n'a pas pu donner une bonne performance, il risque de m'humilier, de me donner une honte populaire. Alors il faut que je prenne les taureaux par les cornes. Alors je vais travailler avec toi et je serai très rigoureux dès le deuxième trimestre. Le parent qui n'a pas du tout été actif au premier trimestre devient très actif, oubliant qu'il donne une dose de pression et qu'il fait un transfert de son propre stress sur l'enfant. L'enfant qui n'était pas du tout stressé va commencer à stresser.
il va stresser progressivement. Au lieu que son rendement s'améliore, le rendement va chuter davantage parce qu'en lui disant « il faut que je te prenne désormais au sérieux », le parent lui rappelle que tu risques d'échouer et ça risque d'être ma honte. Cela va stagner dans la manière de penser de l'enfant. L'enfant va trouver que, alors, ça veut dire que je risque d'échouer. On lui rappelle tout le temps l'échec. On est en train de passer la phase du deuxième trimestre où le parent passif devient actif, où le parent actif devient très actif. Très actif. On va progresser donc vers la période qu'on appelle maintenant la troisième phase de préparation, qui est la phase de préparation très rapprochée. On est à 3 mois de l'examen. Ce n'est pas seulement le parent qui serait stressé cette fois-ci. Si avant, dans la phase rapprochée, le parent a été très dur avec l'enfant et sans jamais comprendre l'enfant, on va juste comprendre cette petite notion. L'enfant va se sentir en insécurité. L'enfant va avoir l'impression que mais, tous les jours je travaille. Mais ceux-là ne reconnaissent jamais. Quand je reviens à la maison, ils sont là toujours à critiquer. Ils sont là, quand j'ai 12, ils disent c'est mauvais. Quand j'ai 18, ils disent tu peux mieux faire. Quand j'ai 10, ils me disent mais toi tu dois être le plus taré de la famille. Moi je me sens en insécurité et je ne sais plus ce qu'ils veulent. Cet enfant se sentant en insécurité, qu'est-ce qu'il va faire? On constate que de pareils enfants, avec l'insécurité, se sentent en situation d'inconfort. Et dans cette situation d'inconfort, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils deviennent pratiquement inconscients de l'enjeu. Le parent reste conscient de l'enjeu et dit tu dois travailler. Mais l'enfant se sentant en insécurité, un peu comme s'il désamorçait. Il disait, tant pis. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Il devient inconscient de l'enjeu. Et en étant inconscient de l'enjeu, qu'est-ce qui va se passer à son niveau? Il commence à douter de sa performance. Il vit dans ce qu'on appelle l'inconfiance. Avec cette inconfiance, c'est un enfant qui ne pourra plus prendre les bonnes décisions pour son succès. Quand il n'a pas pu prendre les bonnes décisions, il va devenir passif comme le parent qui était passif. Il va être celui qui dort tout le temps. Il va être celui qui a un devoir mais qui ne s'inquiète plus. On est dans la phase rapprochée où le deuxième trimestre, ayant subi beaucoup de pression dans l'insécurité, il sent l'inconfort. Et dans l'inconfort, il a l'impression qu'il commence à avoir inconscient de l'enjeu. Il commence à être inconscient de l'enjeu et donc vivre dans l'inconfiance. Et quand il n'a plus confiance en lui, il ne décide plus de ce qui est bon pour lui. Il vit dans l'indécision. Et ensuite, partout quand on lui demande d'agir, il se montre indolent, c'est-à-dire passif. Quelqu'un qui n'est plus du tout actif. Et quand vous lui demandez, viens travailler, il dit, je suis incapable. L'exercice qu'il faisait avant, il va vous prouver qu'il est incapable. Quand il ira en devoir, les évaluations vont prouver qu'il est incompétent. Et quand on va lui demander, mais pourquoi tu arrives à ce seuil d'incompétence, il va dire, ce n'est pas sa faute. Il va se montrer irresponsable. C'est parce que les parents n'ont pas pris les précautions. C'est parce que tout le temps, on me violente, tout le temps, on me menace. Quand on lui demande de changer, il va dire que lui n'a rien à changer. Donc, à la fin de la phase rapprochée, l'enfant plonge dans ses mauvais comportements en réaction à trop de pression des parents. Il se moque de ce qui adviendra. Ce n'est pas son problème. Il peut échouer. Mais on va constater que au début de la phase très rapprochée, les 3 derniers mois, l'enfant lui-même, sans que personne ne dise rien, va sentir qu'il y a un danger. Il va avoir l'impression que, mais, s'il continue comme ça, il va échouer. Il va se dire, mais s'il échoue, ses camarades vont le dépasser. Ça veut dire que l'enfant qui était devenu amorphe, découragé totalement, il y a quelques jours, quelques semaines, un mois, va avoir un sursaut. Il va se dire, ah, il faut que je finisse avec l'examen. Ce que les parents disaient, ah, c'est peut-être vrai. L'enfant commence une nouvelle conscience, une nouvelle phase de prise de conscience. Malheureusement, cette nouvelle phase de prise de conscience, comme elle a été précédée par une phase de démotivation, le parent rebondit à cause peut-être du bulletin du deuxième trimestre pour dire, voilà, on a tout fait, mais tu n'as pas changé. L'enfant se dit, bon, je ne vais pas le regarder. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est mon examen. Il peut tout dire. À cette phase, c'est comme si l'enfant se bougeait les oreilles et ne veut plus écouter le parent, mais a quand même l'ambition de réussir son examen. On traverse la phase très rapprochée. Pour cela, on constate que les enfants qui sont à cette période ont un réveil que personne ne comprend. Les parents que vous abordez ou qui viennent vous voir en cette période disent, je ne comprends pas mon enfant. Depuis un certain temps, on dirait que les choses ont changé. Lui qui ne se réveillait jamais pour apprendre, subitement il se réveille.
c'est lui qui fait tout. Il y a peut-être un examen blanc en vue. Et l'enfant se dit, s'il n'a pas pu relever les défis depuis lors, maintenant, il va se prouver à lui-même qu'il veut réussir à son examen. Il va s'armer. On va constater qu'il va beaucoup apprendre. Tout le monde va remarquer qu'il y a un changement. Mais il y aura un dégât. Comme il n'avait pas pris réellement l'habitude, il y a des lacunes qui vont le rattraper. Et lors de cet examen peut-être blanc, le dernier, vers un mois de l'examen, il peut avoir un échec. C'est-à-dire, il peut réussir partiellement, il peut ne pas atteindre la performance qu'il veut. Et c'est à ce niveau qu'il va traverser une phase grave. C'est la phase qu'on appelle les troubles de l'anxiété. Il va commencer par avoir une peur dangereuse. Parce qu'avant, ce sont les parents qui l'avertissaient qu'il faut prendre les taureaux par les cornes. Maintenant, c'est lui-même qui se rend compte qu'il faut qu'il réagisse. Et il s'y est mis, il réagit. Mais sa réaction n'a pas été à la hauteur de ce qu'il veut. Il constate que malgré tout, après l'examen blanc du bac, j'ai peut-être eu 8. Après l'examen blanc du bac, j'ai peut-être eu 9 de moyenne, alors qu'on attend peut-être 10 selon lui. On attend peut-être 12. J'ai peut-être eu telle moyenne, 10, alors que j'aurais aimé avoir mon bac avec une mention assez bien, une mention bien. Il commence à vivre une phase où il est inquiet. Cette inquiétude vient simplement du fait que j'ai un danger et j'évalue ma force pour voir si je peux affronter et anéantir le danger. Je constate que avec toute la force que je présente, je ne peux pas anéantir le danger. Puisque je ne peux pas anéantir le danger, je commence à développer une grande peur. Je commence à tracer dans mon esprit que c'est sûr que je vais échouer. Ce qui revient en mon esprit, c'est tout ce que les parents m'avaient dit. On t'avait dit, si tu continues, tu vas échouer. C'est un peu comme une batterie qu'on a chargée négativement. Tout ce qui lui revient comme son reflet, c'est que c'est sûr qu'il va échouer. Dans cette période où on s'approche à grands pas de l'examen, on est peut-être à 1 mois de l'examen, l'enfant évalue que rien ne concourt à son succès. Cet enfant va commencer à développer beaucoup de symptômes qui renvoient au trouble de l'anxiété. Il aura les maux de tête. Il va sentir qu'il est étouffé. Il va sentir qu'il a de la courbature. Il se réveille pour travailler, mais il va sentir qu'il est fatigué. C'est le même enfant qui avait un élan il y a 1 mois, mais qui perd tout élan parce que son évaluation lui prouve que plus rien ne peut marcher. Ce n'est pas maintenant qu'il faut réussir. Il aura parfois, pour certains, quand il apprend une évaluation, il aura la même moite, ce qui veut dire qu'il commence à transpirer dans les paumes. Certains commencent à trembler devant le devoir, devant une composition, devant une petite évaluation. Certains font ce qu'on appelle les trous de mémoire ou les blancs de mémoire, c'est-à-dire il est là subitement, mais il ne se rappelle plus de rien. Il traverse cette phase-là, très rapprochée vers la phase immédiate, qui est la 4e phase, où l'enfant constate qu'il n'a aucune ressource pour aller à l'examen. Ce n'est pas qu'il n'a aucune ressource, mais c'est qu'il a peur de ce que l'examen donnerait. On a eu tout à l'heure quelqu'un qui nous partageait qu'à quelques jours de l'examen, il se disait, il faut que je m'y mette à fond, parce que si je ne réussissais pas, je ne pourrais même pas marcher dans la rue. Les gens vont me regarder et je ne pourrais pas supporter leur regard. Beaucoup d'enfants se rendent compte que maintenant, c'est sûr que j'ai échoué. Chez certains enfants, ça peut se manifester encore plus gravement par ce qu'on appelle la spasmophilie. La spasmophilie, c'est qu'on retrouve des enfants qui ont un trouble anxieux à quelques jours de l'examen, c'est-à-dire dans la phase que j'appelle la préparation immédiate, tombent à l'école quand on parle du bac. Quand on évoque le BPC, c'est dans 1 semaine, ils tombent par un trouble qui les amène à être essoufflés et à s'évanouir. Ça veut dire que nous, parents, sans le savoir, on entraîne les enfants dans un cycle permanent de pression qui les amène à déduire qu'ils n'ont aucune ressource pour affronter l'examen. Sans nous en rendre compte. Et on les conduit jusqu'à la phase finale, presque finale, sans leur donner ce qu'il faut pour réussir. On croit que ce qu'il faut pour réussir, c'est leur mettre suffisamment de pression. On croit que ce qu'il faut pour réussir, c'est leur donner une bonne dose de répétiteur. On croit que ce qu'il faut pour réussir, c'est leur donner beaucoup d'argent, c'est les conduire tous les jours à l'école, c'est organiser un cadre de vie pour qu'ils réussissent. Oui, il faut tout ça. Mais parfois, ce dont les enfants ont besoin
va au-delà de ça. Et ce n'est pas exactement toute la pression et la dévalorisation qu'on les inflige à longueur de journée. Voilà donc un ensemble de choses qui, à travers les phases de préparation mal perçues et mal organisées par le parent, conduit systématiquement l'enfant vers la perte de ses ressources à la dernière phase, qui est la phase immédiate de préparation. Et qui perd ses ressources se dit, je ne peux plus affronter cet examen. En disant, je ne peux plus affronter cet examen, on est habité par une grande peur. Et cette grande peur nous amène à développer tous les symptômes du trouble anxieux à la veille de l'examen. Quand ça se conduit à l'examen même, ceux-là se retrouvent en pleine composition, soit en pleurant, soit en fuyant la salle de composition, soit en faisant une diarrhée qui renvoie toujours au trouble anxieux, soit en faisant des maux de tête à 13 en pleine de composition, et on les renvoie à une session qu'on appelle une session des malades. Si ça n'a pas été guéri, même à la session des malades, il y aura des troubles et l'enfant risque, en période d'examen, d'être incapable de rendre compte de ce qu'il a appris. Ceci dit, voilà un peu comment on peut amener nos enfants à être des incapables, à être des gens en difficulté, alors qu'ils ont une bonne capacité en eux à montrer lors des examens. Merci à vous, chers amis internautes, chers amis abonnés de MTN Bénin. Nous sommes avec Monsieur Fidèle Ronvou, psychologue clinicien. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de ce que c'est qu'un suivi parental, en quoi cela est important pour le suivi de nos enfants candidats aux différents examens. Nous avons également abordé les étapes de préparation et voilà, on peut en quelques secondes rappeler ces étapes-là. Nous avons précisément défini ce que c'est que le suivi parental. Nous avons montré tout l'intérêt du suivi parental. Nous avons démontré en quoi le suivi parental peut devenir un poison au lieu d'être une aide précieuse. Et à travers les 4 phrases que j'ai déclinées tout à l'heure, à savoir les phases de préparation, la phase de préparation lointaine, la phase de préparation rapprochée, la phase de préparation très rapprochée et la dernière phase qui est la phase de préparation immédiate, comment le parent peut devenir, au lieu d'être une aide, un poison pour son enfant à travers ses attitudes et ses émotions qui n'arrivent pas à gérer. Son propre stress se retrouve transféré sur l'enfant. Nous avons donc vu qu'en cette phase, un enfant qui n'avait pas confiance en lui se trouve complètement émietté. Et un enfant qui avait confiance en lui peut commencer à douter de ses performances. Quand on en est là, à la veille, aujourd'hui, on peut considérer des examens qui viennent. Que faut-il faire? Comment faire de ce suivi qu'on a peut-être raté une aide à partir d'aujourd'hui? Que faut-il faire pour remettre en forme un apprenant, un candidat, un enfant, toute une personne qui est avec nous et qui prépare une échéance, un examen? Je crois que c'est ce qu'on veut aborder maintenant. Bien sûr. Justement, dites-nous comment faire du suivi parental une précieuse aide. Voilà. Faire du suivi parental une précieuse aide, c'est commencer à comprendre quelque chose de très fondamental. Et là, je précise, ce n'est pas le parent qui passe l'examen, c'est l'enfant qui passe l'examen. Il ne faut jamais tomber dans le piège du parent candidat. Le parent candidat, c'est un parent qui se substitue à l'enfant. Et en se substituant à l'enfant, il vit un stress énorme. Comme je m'étais retrouvé l'année dernière, à la veille des examens, j'ai été invité pour accompagner des apprenants à gérer leur stress. Mais j'ai demandé, au lieu qu'il y ait des apprenants, que plutôt les parents viennent. Et à cette rencontre avec les parents, j'ai demandé aux parents où est-ce que vous en êtes. Et un parent me dit, dès qu'on nous a annoncé la révision, j'ai aussitôt façonné un emploi du temps gigantesque où j'ai prévu toutes les activités que mon enfant ferait. Et aussitôt à la maison, je lui ai remis l'emploi du temps et je lui ai dit, tu dois respecter tout cela. On est dans la dernière phase, mais ce parent a totalement tout faussé et va mettre tout le stress sur son enfant. En réalité, ce n'est pas l'enfant qui est stressé, c'est d'abord le parent qui est stressé et qui se demande si l'enfant va réussir. La première erreur fondamentale à ne pas commettre, c'est ne jamais croire que c'est moi qui passe l'examen.
c'est plutôt l'enfant qui passe l'examen. La deuxième erreur, c'est croire que l'enfant est un bébé. C'est-à-dire, ce n'est pas un être à part entière, c'est quelqu'un qu'il faut béquiller, c'est quelqu'un qu'il faut déresponsabiliser, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se prendre en charge. Le fait, c'est empêcher l'enfant d'assumer sa responsabilité aujourd'hui et demain. Quand on a fini de se rendre compte de ces deux erreurs fondamentales qu'on peut éviter, on vient faire d'abord, le parent qui veut faire un très bon suivi parental, en dernière phase, fait à son propre niveau un bilan de l'année. Le bilan de l'année consiste à dire quoi? Comment ai-je suivi l'enfant du début jusqu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui? Et c'est en cela qu'a été très important tout le développement précédent. Pour montrer aux parents, s'il avait mal suivi jusqu'aujourd'hui, il faut que le parent se rende compte de la qualité, de la mauvaise qualité de son suivi. J'ai dit 1, ne pas faire l'erreur de se substituer à l'enfant. 2, ne pas faire l'erreur de croire que l'enfant est carrément un bébé qu'il faut déresponsabiliser. Et 3, sur la phase de comment réussir un suivi parental en dernière phase, c'est commencer par faire son bilan personnel. Cela suppose que la première personne à s'asseoir, c'est le parent. Pour dire, comment ai-je suivi cet enfant du début jusqu'à la fin? Si le parent n'est pas dans une famille monoparentale, il doit pouvoir s'asseoir non plus seul, mais il va s'asseoir en compagnie de son époux ou de son épouse. Et les deux vont pouvoir dire, qu'avons-nous fait avec cet enfant tout au long de cette année? Est-ce qu'on l'a bien traité? Est-ce qu'on l'a mal traité? Ce bilan est très important parce qu'il permet aux parents de voir où a été son erreur. Généralement, dans notre contexte africain, particulièrement béninois, où l'éducation, où l'instruction devient pratiquement une pression, je pourrais me rendre compte que j'ai été un parent passif ou un parent très actif ou un parent mi-passif. Quand je me suis rendu compte de l'état que j'avais eu dans le développement qu'on a fait précédemment, je constate que j'ai trop brutalisé un enfant. Quand c'est avec la mère que j'ai discuté ou quand c'est avec le père que j'ai discuté, on prend la décision d'aller rencontrer maintenant la personne qui va à l'examen. Donc, après notre bilan, si je suis seul en tant que parent, après mon bilan, après notre bilan, si nous sommes à 2, nous voyons où a été notre erreur et nous décidons d'aller rencontrer l'enfant. Ce qui est heureux dans cette phase, c'est, je pose la question, quand nous allons le rencontrer, qu'est-ce que nous allons lui dire? Est-ce que nous allons le rencontrer pour lui dire, tout au long de l'année, tu as été mauvais? Et nous avons pronostiqué que c'est sûr tu vas échouer. Non, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Nous allons voir l'enfant cette fois-ci et suivez-moi très attentivement. Si nous sommes à 2 ou si nous sommes seuls, c'est la partie où nous voulons désamorcer la bombe. C'est la partie où nous voulons baisser la tension. Et comment baisse-t-on la tension maintenant? Quand vous rencontrez votre enfant, vous devez pouvoir lui dire, championne, tout au long de l'année, nous avons été durs avec toi. Nous voulons t'informer que cela a été fait à dessein. Nous voulions que tu sois parmi les meilleurs. Et nous voulons que ton rendement soit meilleur. Donc, nous avions trouvé entre nous comme méthode, comme possibilité, qu'en te mettant la pression, tu pourras réussir. Et nous pouvons te dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de toi. Je dis le mot fier doit sortir. Le parent doit montrer à l'enfant, aujourd'hui où nous sommes à 2 semaines, à 3 semaines, à 11 jours, ou à 13 jours, ou à 4 jours de l'examen, nous voulons te dire qu'on a été fiers de toi tout au long de l'année. Le premier trimestre, tu as réuni 12 de moyenne. Nous t'avons montré que ce n'était pas suffisant. Et moi, le père, j'étais même critiqué en disant, mais tu ne mérites pas d'être mon fils. Mais je peux t'assurer que c'était faux. C'était faux simplement parce que je voulais juste te mettre un peu plus de pression. Ta mère t'avait découragé. On voulait te mettre pression. À partir d'aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'était fait juste pour t'amener à une meilleure performance. Aujourd'hui, nous sommes fiers de toi. Nous sommes tellement contents parce que nous avons eu le temps de comparer tes rendements au rendement d'un cousin qui est éloigné quelque part. Et nous avons vu que tu es en de bonnes performances pour réussir. Avec ce que tu as toujours eu, même avec 9 de moyenne, sache que le bac est pris en poche. Donc, tu n'as aucune crainte.
nous voulons, toi, ta mère et moi, nous voulons, ton père et moi, t'annoncer que nous sommes fiers de toi, nous avons toujours été fiers de toi. Il est arrivé au cours de l'année, on t'a dit qu'on ne t'a pas aimé. Tu dois savoir que nous t'avons vraiment aimé. Parce qu'on n'aime pas un fils, on n'aime pas une fille seulement pour son rendement. Tu es un être à part entière que nous aimons, que nous avons aimé et dont nous prenons toujours soin. Alors ce que nous voulons te faire en venant te voir à deux, c'est que nous voulons prier sur toi. Alors si le parent est vaudouisant et qu'il prie en bénissant son enfant, si le parent pratique n'importe quelle religion, c'est le moment de dire, mon fils, ma fille, nous voulons te donner le bac, nous voulons te donner le BPC, nous voulons te dire, vas-y. Et la bénédiction des parents, quand ça nous accompagne, on a toujours le succès. Vas-y. Alors l'enfant, vous le bénissez en lui imposant des mains en tant que parent. Vous lui dites, il n'y a plus rien à craindre. C'est la première phase après avoir fait le bilan. Cette phase veut dire, vous venez de désamorcer la bombe, vous venez de réassurer l'enfant. C'est-à-dire, vous avez rassuré l'enfant qu'il n'y a aucune crainte et que le bac ou le BPC est un examen national. Un examen qui tient compte du niveau du plus moyen. Or, les plus moyens sont partout dans le pays. L'enfant commence à gagner en confiance. Et l'enfant est prêt à vous dire ce qu'il vit. La deuxième phase de comment réussir le bilan en dernière phase, c'est donc, après le bilan, lui demander, mais toi, qu'est-ce que tu vis? Après tout ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qui fait ta peur? Beaucoup d'enfants traversent le trouble anxieux parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'il reste à faire en dernière minute. Le parent qui suit ce que nous sommes en train de faire maintenant, après avoir rassuré son enfant, lui dit, maintenant toi-même, quand tu te fouilles, dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur exactement? Lorsque l'enfant a été vraiment mis en confiance, il pourra librement dire à ses parents, c'est telle chose qui me fait peur. Les enfants qui sont carrément perdus diront, tout me fait peur et je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le moment de s'alarmer en tant que parent. Ce n'est pas le moment de crier. Comment tout peut te faire peur à cette dernière minute? Comment tu peux être en train de... C'est le moment de lui dire, d'accord, tout te fait peur. C'est quelque chose qui arrive et c'est normal. Comment tu peux savoir ce qui te fait peur exactement? C'est là où on va faire avec lui ce qu'on appelle le tableau de bord des lacunes. Le tableau de bord des lacunes. Lorsque l'enfant vous informe, après être en confiance, que là, actuellement, il ne sait même pas du tout ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, vous allez lui dire, c'est simple, c'est une situation qui se produit quand on est stressé en dernière minute. On a l'impression qu'on ne sait plus rien. Vous continuez à le rassurer et vous lui dites que vous avez un secret pour savoir ce qui se passe. Ce secret s'appelle le tableau de bord des lacunes. Comment ce tableau se fait? C'est un tableau que vous pouvez dresser en 4 colonnes. La première colonne, vous mettez matière. La deuxième colonne, puisqu'il passe de SA maintenant, situation d'apprentissage, vous mettez SA maîtrisé. Donc, par matière, quelles sont les situations d'apprentissage maîtrisées? Troisième colonne, vous mettez SA non maîtrisé. Donc, par matière, SA maîtrisé, SA non maîtrisé. Si l'enfant est à quelques jours de la veille, il se rend compte précisément maintenant que ce n'est pas tout ce qu'il y a qui ne maîtrise pas, mais il y a des SA qui ne maîtrisent pas. Maintenant, la quatrième colonne, vous allez mettre au niveau de SA non maîtrisé, quelles sont les notions précises qui ne sont pas perçues, qui ne sont pas comprises et qui ne sont pas maîtrisées. Si vous faites bien ce tableau avec votre enfant dans chaque matière, vous rendez compte par exemple qu'en histoire géo ou en SVT, ce dont il parle en parlant de biologie aujourd'hui, vous avez l'impression que l'enfant a peut-être 10 SA ou 4 SA en SVT. Et l'enfant vous dit qu'il y a SA1, SA2 et SA3 qui sont maîtrisés en biologie ou en SVT, mais en bâti SA non maîtrisé, il y a SA4 qui n'est pas maîtrisé. Vous le conduisez à préciser dans SA4 quelle est la notion précise qui n'est pas maîtrisée. Quand on fait ce tableau pour chaque matière, l'enfant précise exactement à quelques jours quelles sont les lacunes qui sont encore à corriger. Il commence à se retrouver. Rien que par là, il commence à avoir la paix. Lui qui tout à l'heure avait l'impression qu'il a une montagne de choses insurmontables. Deuxième
étape, donc, c'est le tableau de bord des lacunes. La troisième étape, ce qui fait vraiment peur à votre enfant, c'est qu'il se rend compte qu'il reste exactement 10 jours. Avant, il se disait 10 jours face à cette grande tâche, il ne pourra jamais. Maintenant, vous avez nommé la tâche. Vous avez précisé la tâche. Vous connaissez les notions précises non maîtrisées. Vous allez voir avec le nombre de jours comment on pourra le faire. Si nous sommes aujourd'hui au mercredi, on pourra dire mercredi telle date. Le jeudi telle date. Le vendredi telle date. Le samedi telle date. Jusqu'à la veille de la composition. L'enfant voit précisément, un peu comme dans un compte à rebours, il se rend compte exactement du nombre de jours, dates et jours à l'appui. Donc tout est clair. Vous lui montrez, après avoir fait cette évaluation du temps, comment il peut combiner les petites lacunes qui lui restent et gérer ça avec le temps. Donc après avoir évalué le tableau, là, ce qui reste à apprendre par le tableau de bord, après avoir évalué le temps, vous élaborez simplement avec lui un emploi du temps pour les derniers jours. Cet emploi du temps n'est pas un emploi du temps à charger ou à surcharger. Ce n'est pas le moment où les professeurs, les répétiteurs viendront en nombre pléthorique. Ce n'est pas le moment où l'enfant serait envoyé dans tous les TD les plus forts de la ville. C'est le moment où, après ce bilan personnel du parent, après cette évaluation de ce que l'enfant sait et ce qu'il ne sait pas, après l'évaluation du temps qui nous reste, on élabore un emploi du temps déchargé pour lui permettre de se reposer. Ça veut dire que dans cet emploi du temps, il se repose au plus tard à 22 heures. Il se réveille autour de 6 heures. Et il étudie raisonnablement en respectant 90 minutes au plus. C'est-à-dire que notre organisme fonctionne de telle sorte que après 1h30 au plus, on tombe dans la fatigue. Donc on va programmer avec lui pour qu'il sache gérer ces derniers temps en essayant de varier éveil et sommeil. Faire en sorte que, après avoir étudié pendant 2 heures, 3 heures, qu'il ait le temps de se reposer. Mais je dirais 1h30, après chaque 1h30. S'il est à la maison, il faut lui aménager 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes de repos. Dans cette période, alors, j'ai dit l'emploi du temps. Après l'emploi du temps, surveiller son sommeil. Lui permettre vraiment le sommeil parce que quand il fait le trouble anxieux, il peut faire l'insomnie. Et s'il continue dans l'insomnie, il peut avoir des maux de tête. Il n'a rien de dangereux, c'est qu'il a peur. Quand on a fini de gérer son sommeil, il faut veiller maintenant à son alimentation. Dans cette période, l'enfant peut, parce qu'il est stressé, ne pas du tout manger. Ou avoir le comportement contraire. Parce qu'il est stressé, manger tout le temps pour repousser l'échéance, pour repousser le temps d'apprendre. Il faut suivre son alimentation. Il ne peut pas tout manger en cette période. Mais il doit manger beaucoup plus d'aliments qui lui donnent d'énergie. Mais pas forcément des boissons énergisantes comme du coca ou bien autres stupéfiants pour se donner d'énergie. Si on ne sait pas faire, en lui donnant des stupéfiants, des éléments qui le remontent, au lieu de l'aider, on va lui créer des ennuis à la veille ou bien le jour même de composition. Je propose souvent un remède très simple, du miel avec du citron, avec dans de l'eau tiède qui le remonte de temps à autre. Lui permettre d'avoir des fruits à portée de main, de l'orange pressé, du jus d'orange pressé qu'il boit souvent, donner une alimentation bien naturelle, un repas fait de légumes qui lui permet facilement de décharger. Éviter donc la période de constipation que peut entraîner le trouble anxieux. Finalement donc, quand on organise bien son alimentation, on va se rendre compte que l'enfant gère son temps de repos, son temps de travail et son alimentation. Et il est équilibré toute cette phase. Il commence à baisser en difficulté du corps et de la tête. Il commence à avoir moins de difficultés mentales. Il commence à se concentrer. Et c'est ainsi que le parent ne va pas démordre. Le parent va continuer à le soutenir parce qu'il y aura des rebondissements, des rechutes. L'enfant va revenir en disant « Je suis fatigué, je ne peux plus continuer ». Le parent va lui dire « C'est quelque chose de normal, il faut continuer ». La quatrième phase, c'est pouvoir faire quoi? Beaucoup plus la préparation matérielle. Permettre à l'enfant de ne pas avoir peur de ce qu'il va porter. Il faut faire une préparation matérielle dans le sens de l'habillement, de tout ce qu'il va porter de la tête aux pieds. Il faut faire une préparation. Si l'enfant est habitué à prendre quelque chose, il faut lui préparer ça pour ne pas le déranger. Apprêter son sac avec tout ce qu'il y a comme matériel. Cela l'aide à ne pas stresser, à ne pas penser à « je n'ai plus de ceci ». S'il doit changer de calculette, il faut le changer avant. Ensuite, quand nous traversons cette phase et que ça tout a été bien prévu, si on a l'opportunité, on le fait visiter
son centre d'examen. Ça lui permet d'entrevoir un peu ce qui se passera. S'il a la possibilité de voir de loin la table où il ira composer, là où il ira s'asseoir, ça lui permet de s'imaginer les conditions dans lesquelles il sera. Quand on a fini tout ça, il faut commencer et continuer toujours à lui dire, on n'a jamais échoué chez nous, ou bien quand on échoue, c'est peut-être des difficultés. Lui dit qu'il est né dans une famille où on réussit toujours. On réussit toujours, qu'il peut toujours réussir. Nous sommes donc pratiquement à la fin, et cette fin-là consiste les 3 jours de composition. Ce sont des 3 jours. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent vont être soldés en 3 jours. La première journée, allez déposer l'enfant en lui disant « tu vas réussir ». Si c'est le parent, en le bénissant, en priant sur lui, de toute manière, en utilisant les ressources qu'on a de son domaine de croyance. Quand on a fini de faire ça, si on doit aller le chercher à midi, aller le chercher à temps. Il ne faudra pas qu'il stresse. Mais ne pas tomber dans le piège de commencer à faire le bilan de la première journée d'évaluation le soir, en lui demandant qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu n'as pas réussi. Ce que le parent a fait le soir, après la première journée de composition, c'est de lui dire c'est bien tout ce que tu as fait. Et sache que le meilleur reste à venir demain. Lui donner beaucoup plus d'assurance. Le remonter par ce qu'on nous dit, ce qu'on lui dit. C'est la période de la valorisation. C'est la période où les moindres efforts qu'il fait doivent être valorisés. C'est la période où quand il se réveille tôt, on doit pouvoir lui dire « c'est bien, tu t'es bien réveillé et on est prêt, on t'accompagne ». C'est la période où tout le monde le met à l'aise, on le fait se sentir en paix avec lui-même. Et quand il est en paix avec lui-même, il affronte la deuxième journée. Quand il finit la deuxième journée, même quand il va revenir avec un air triste, nous, on est là pour lui dire, écoute, tu as été bon cette journée. Il y a des gens qui n'ont même pas pu tenir tout au long de la journée. Il y a des gens qui ont laissé les examens en pleine composition. Mais toi, tu as pu tenir. Il y a la 3e journée. Et on le remonte vers la 3e journée. Et quand il finit la 3e journée, on lui dit, c'est bien ce que tu as fait. Et sache que tu viens de finir une très belle guerre, une très belle année. Et je crois que le succès est avec toi. Et nous savons que le succès est avec toi. Je veux dire donc que conduire la dernière phase qui est comportement du parent avec l'enfant pour garantir le succès, commence par un bilan personnel du parent ou un bilan personnel du couple parental. Suite à ce bilan, le couple parental rencontre l'enfant, non pas en l'accusant de tout ce qu'il a mal fait au cours de l'année, mais en lui disant qu'on l'a toujours suivi. Et même quand on a mis la pression, on le faisait à dessein. Et que cette fois-ci, c'est pour lui dire qu'il a été bon et qu'il peut aller à l'examen. Quand on a désamorcé, l'écouter pour qu'il précise ses difficultés. Et quand il dit qu'il a tout ce qu'il voit, ce n'est que difficultés, l'aider avec le tableau de bord des lacunes à préciser les quelques difficultés qu'il a. L'aider avec le tableau d'évaluation du temps à montrer qu'il reste tel jour et mettre en adéquation les difficultés qu'il y a et le temps qu'il reste pour programmer un emploi du temps. Après cet emploi du temps, l'aider dans l'organisation pratique, dans son repas, dans son sommeil, dans son alimentation, qui l'aide à être motivé et aider le matériel par rapport à l'habillement. J'ai dit, quand on a la possibilité de lui faire visiter le centre, de lui permettre d'entrevoir et maintenant de rester très positif toute cette période en le motivant, en le valorisant, en rappelant l'histoire de son succès au CEP s'il veut aller au BPC, en rappelant l'histoire de son succès au BPC s'il veut aller au bac, et tout le reste sera fait. Je suis là pour vous écouter par rapport à vos questions et ça nous aiderait sûrement à aller au large. Merci. Le suivi parental est un ensemble d'actions et d'attitudes à adopter face à nos enfants candidats aux examens. Aussi bien que le suivi parental peut être une aide précieuse, il peut devenir aussi un poison pour nos candidats. Si le parent ne sait pas s'y prendre, au lieu d'être le gendarme, il est utile de jouer le rôle de coach, d'accompagnateur, afin d'espérer de nos enfants, nos candidats, de belles performances à la fin de ces examens-là. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle Ronveau, psychologue clinicien, pour ces conseils et ces stratégies partagées avec nous, et merci infiniment à vous. On peut vous joindre au 61 73 82 77 pour un suivi personnalisé. On peut le dire comme ça. Au CK, au 61 73 82 77 pour un suivi personnalisé, psychologique, un accompagnement thérapeutique, tout ce qui touche à l'accompagnement thérapeutique, psychologique, en psychologie clinique, les difficultés qu'on a personnellement et qu'on n'arrive plus à résoudre, on se rend compte qu'on a des difficultés
mais on n'arrive pas à s'en sortir, à trouver l'issue. Les difficultés qu'on a en couple, on n'arrive pas à s'en sortir. Les difficultés qu'on a à réussir tel projet ou tel projet, ou même les troubles dépressifs, c'est-à-dire on fait la dépression, on fait tout ce qu'il faut pour éviter de se retrouver un jour dans une situation très difficile en maladie mentale, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour prévenir la maladie mentale, nous intervenons. Tout ce qu'il faut faire pour guérir, traiter de la maladie mentale, nous intervenons. Et donc, on est disposé à vous accueillir dès que vous sentez le besoin de partager vos difficultés à quelqu'un dans une confidentialité qui est de normes, où rien de ce que vous dites, ce que vous vivez ne sera divulgué, où vous êtes protégé et vous êtes accompagné. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer parfois seul. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité parfois de s'ouvrir à des gens très proches, mais on peut avoir un psychologue qui vous écoute, qui vous aide à aller au large, qui vous aide à comprendre le fond de vos difficultés et vous applique des thérapies qu'il faut pour vous en sortir, vous rétablir complètement. On le fait au quotidien, c'est notre devoir d'accompagner. On le fait tous les jours et vous serez les bienvenus dès que vous allez appeler. Merci. Merci infiniment à vous et c'est la fin de cette séance de coaching. Merci infiniment à vous et à très bientôt. À très bientôt, monsieur Akodianou.